Donc on va commencer. Donc je m'appelle Vincent Fejos, je travaille chez Orange, je travaille au marketing. Avant qu'on commence, je vais vous dire ce que cette présentation ne va pas être. Ça ne va pas être une présentation technique. Donc je suis désolé, il n'y aura pas d'explication sur les attaques man in the middle ou sur les se protéger avec des certificats HTTPS, enfin voilà ce genre de choses. Il n'y a pas une présentation technique. Ce n'est pas non plus un catalogue des services Orange. Vous avez un stand juste à côté qui permet de vous expliquer en détail tout l'ensemble des produits qu'on vous propose. Et je vais vous en présenter quelques-uns. Mais l'objectif de cette présentation, c'est surtout de vous présenter ce qu'est la cybersécurité, à quoi vous êtes exposé. Et j'ai essayé d'avoir une présentation qui est extrêmement concrète, extrêmement appliquée, avec des exemples concrets. Comment vous protéger, ce que j'ai appelé cyber-résilience. Et enfin, une partie sur le règlement général de la protection des données, qui arrive qui devient effectif à partir de demain matin. La cybersécurité. Le message que je voulais vous faire passer, c'est que ce n'est pas que pour les autres. Tout le monde est concerné par la cybersécurité, tout le monde est exposé à des risques sur ses données ou sur ses ressources liées à des problèmes informatiques. Une définition, ça c'est une définition qui est un peu complète, un peu trop complète, c'est l'ANSSI qui fait ça. Donc le principal, c'est que la cybersécurité, ça concerne tout ce qui est la protection, ça s'appelle le cyberenvironnement, c'est tous vos actifs un peu immatériels des organisations et des utilisateurs. Je voudrais ici insister sur 2 points. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas une entreprise, mais une collectivité territoriale que vous n'êtes pas une cible potentielle. Les collectivités locales, les mairies, les départements, les régions, enfin, l'ensemble des collectivités territoriales peuvent être attaquées. J'ai quelques exemples à droite, dont Bassins. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la commune de Bassins dans le coin. Je serais preneur, d'ailleurs, j'ai plus beaucoup de détails sur savoir ce qui s'est passé précisément. D'accord. D'accord. Voilà, donc il y a des attaques qui sont plus ou moins graves. Celles qui sont ici, on va voir un peu plus loin, c'est vraiment pas des attaques très graves, mais les collectivités territoriales sont des cibles potentielles. Soit des cibles, soit, ce qu'on verra un peu aussi après, peuvent être attaquées par hasard. L'autre chose, je ne fais absolument aucune différence entre les PC et les mobiles. Ordinateurs, téléphone, les smartphones maintenant ce sont des ordinateurs. Ils sont attaqués, ils sont reliés à des réseaux par les mêmes protocoles. Vous pouvez être attaqué de la même façon, même s'il y a des choses un peu spécifiques. Vous pouvez être attaqué de la même façon. Donc tout le monde peut être attaqué, quoi. Tout le monde est à risque. Ce transparent a quand même peu d'intérêt, si ce n'est pour montrer qu'il y a beaucoup de monde qui s'en occupe, il y a beaucoup d'argent qui est en jeu, ce qui veut dire que le risque existe. Enfin, c'est le slide pour faire peur. Bon, on va passer dessus parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vais rentrer dans le concret maintenant. Quels sont les risques auxquels vous êtes exposés concrètement? J'ai rangé les risques, alors c'est là qu'on voit que ce n'est pas du tout technique, j'ai rangé les risques dans un certain nombre de catégories, un peu arbitraires, avec en violet des risques qui sont plutôt liés à, comme on dit, l'interface entre le clavier et la chaise, c'est-à-dire à l'humain. En bleu, des risques qui sont des risques plutôt techniques, mais qui sont en général peu importants en impact, par contre qui ont quand même un impact, enfin qui sont même un danger pour la structure. Et en vert, des risques qui touchent plutôt à la donnée, qui sont des risques techniques, mais qui touchent plutôt à la donnée et qui, eux, peuvent avoir des conséquences absolument dramatiques, même pour une collectivité territoriale. C'est un peu des points de vocabulaire, donc. Le phishing ou hameçonnage, on en parle régulièrement dans la presse. Alors, je vous ai donné quelques exemples à droite. Ça, c'est un phishing qui est un mail qu'ont reçu des gens, soi-disant clients d'Orange ou de France Télécom, c'est pas très clair, avec des fautes d'orthographe. C'est un truc un peu vieux. C'est le phishing à l'ancienne, avec les fautes d'orthographe, avec les trucs pas très crédibles. J'en ai un autre, alors celui-là, c'est mon préféré. C'est censé venir du service des impôts. Donc c'est la DGFiP qui vous donne du cher client. Donc celui-là me fait rire. Bon, je pense que toute personne qui réfléchit 2 secondes ne se fait pas prendre. Le but évidemment est de recueillir vos coordonnées bancaires, recueillir des données sur vous, pour pouvoir plus tard, d'une autre façon, vous prendre de l'argent. Voilà un qui est plus récent, qui se fait par mail et qui est beaucoup plus dangereux parce que qui se fait par SMS sur téléphone et qui est beaucoup plus dangereux parce qu'on voit beaucoup plus difficilement
que c'est faux. Et surtout, la somme en jeu, 1,99 €, une petite somme, on peut, vu l'enjeu qui était de couper sa ligne téléphonique, on peut être tenté de payer, et c'est une arnaque. Donc le phishing, ça peut paraître comique parce que tous les exemples qu'on voit sont souvent des choses pas très sérieuses, assez visibles, avec des logos qui sont bidons ou des choses comme ça. Attention, les pirates ou les escrocs ne sont pas que tous des branquignoles, il peut y avoir des choses vraiment sérieuses et vraiment dangereuses, et ça existe toujours. Ça, c'est donc le phishing. Un autre risque dont on entend parler, c'est l'ingénierie sociale. Alors pour l'ingénierie sociale, j'ai un petit film qui peut paraître drôle, mais en fait qui est fait par l'ANSSI. Bienvenue à la Hack Academy. Et maintenant, nous accueillons une nouvelle candidate, la ravissante Jenny. Bonjour. Qui es-tu? D'où viens-tu? Hey, vous êtes là? Hey, bonsoir. Moi, je suis Jenny. Je m'en viens du Québec, puis je suis bien contente d'être ici parmi vous. Je m'en vais vous exposer comment que je pratique ma technique de piratage qui repose sur la divination. La divination? C'est quoi, c'est un truc de médium? La divination, ça consiste à trouver les mots de passe grâce aux posts et aux commentaires des chums sur les réseaux sociaux. C'est pas un peu bancal, ce truc-là? Bancal, Monsieur le Président? Je m'en vais vous parier une demi-douzaine de pancakes, là, que je m'en vais pogner votre mot de passe de boîte mail en moins de 4 minutes. Bon courage, mademoiselle. OK. Alors, on va commencer par les mots de passe les plus utilisés comme Azurty, 1, 2, 3, 4, 5 et Superman. Ben non, là, c'est pas ça, là. Ben, je m'en doutais, là. Continuons. Ah, vous êtes né le 12 novembre 1967 à Grisky. Grisky, 67. Bon, on va aller sur les réseaux sociaux. Des photos. On va éplucher ça un petit peu. OK, sur la plage. En soirée, OK. Et là, on voit une vidéo. Oh, le joli petit toutou. Comment il s'appelle? Choupinette. Oh, c'est cute. Choupinette. Et je crois que vous me devez des pancakes. Voilà, maintenant que j'ai accès à votre boîte mail, je peux réinitialiser vos codes bancaires et vous piquer de l'argent en masse. On va en rester là, mademoiselle. Ce serait dommage de perdre l'usage de vos petits doigts si agiles. OK, c'est vous le boss. C'est cute, Choupinette. Voilà, une vidéo un peu ludique, enfin qui est faite par l'ANSSI, par le ministère de l'Intérieur, par le SIGREF. Enfin, c'est quand même le contenu était quand même assez sérieux. Pour information, il y a toute une série de ces vidéos sur différents modes de piratage. Vous pouvez trouver ça sur YouTube avec Hacking Academy. Vous trouvez ça assez facilement. Donc voilà, donc l'ingénierie sociale, c'est vraiment on s'attaque aux personnes pour récupérer des informations qui permettent ensuite de se connecter dans le système. Là, on a vu une attaque qui se faisait un peu indirecte avec des réseaux sociaux en se renseignant indirectement. Ça peut être des coups de fil, ça peut être des choses comme ça. C'est extrêmement efficace. Alors c'est très coûteux pour l'attaquant parce qu'il faut que ce soit ciblé, mais c'est extrêmement efficace. Là, une autre que j'ai trouvée, alors je suis désolé, je l'ai en anglais, c'est quelqu'un qui dit oui, salut, on se connaît, machin, tu vas voir, je me suis planté tout à l'heure, j'ai fait une petite manip, tu vas recevoir un code, s'il te plaît, renvoie-le-moi. Genre très sympa, et la personne, très sympa aussi, dit bon, ok, pas de problème, je te renvoie le code. Sauf que ce code, c'est peut-être le code qu'il a reçu de la banque pour valider un paiement, c'est peut-être le code qu'il a reçu de son prestataire email pour valider un changement de mot de passe, ce genre de choses. Donc l'ingénierie sociale, c'est vraiment, ce genre de choses. Oui, je répète, c'est extrêmement efficace. Troisième type d'attaque qui attaque l'humain et auquel vous pouvez être concerné. Alors je voudrais vraiment insister sur celui-là, la menace interne et abus de droit. C'est aussi ce qu'on dit fraude au président ou la fraude au faux ordre de vivement international. Je voudrais insister là-dessus parce que je pense que les collectivités locales sont extrêmement exposées à ça et extrêmement protégées aussi. C'est paradoxal. L'idée, c'est un
le président d'une collectivité territoriale, le président d'une société, son directeur de cabinet appelle le comptable, appelle l'assistante, appelle la personne qui a la main sur les comptes et lui dit dépêche-toi, il y a un problème, il faut que tu vires vite de l'argent à un tel ou un tel. Alors, les collectivités territoriales sont, du fait du métier des élus, sont très exposées. Les élus travaillent 7 jours sur 7, peuvent travailler géographiquement dans des endroits très différents. Il n'est pas inconcevable qu'un élu cherche à débloquer un peu d'argent pour aider une famille, pour payer l'hôtel d'une famille dont la maison vient de brûler. Il n'est pas inconcevable qu'un élu cherche à aider une association. Et de plus, si on ajoute, j'allais dire la loyauté, mais même l'obligation de loyauté et l'obligation d'obéissance qu'il y a dans la fonction publique, ça peut marcher très bien. Heureusement, vous êtes protégé par toutes les procédures qu'il y a pour débloquer de l'argent. Donc d'un côté, vous êtes très exposé, de l'autre côté, vous êtes un peu protégé. Mais il faut quand même être sensible à ce genre de choses. Ça peut être dangereux financièrement. Deux autres types de menaces, alors qui sont des menaces qui sont plus ce que j'appelais des menaces sur votre image. C'est des menaces qui sont techniques, qui ont des impacts potentiellement sur l'image, mais qui ne sont pas dramatiques, si on s'en aperçoit. C'est par exemple ce qui s'est passé à Bassin, si j'ai bien compris, c'est le site web de la mairie qui a été modifié, des textes qui ont été rajoutés. Donc ce qui veut dire que y a des messages qui sont peut-être pas forcément agréables, qui sont mis sur le site web. C'est pas dramatique. Enfin, pour les élus, ça peut quand même être embêtant, parce qu'on est élu, donc redevable devant le peuple, et surtout on représente son mandat régulièrement, donc il vaut mieux avoir une image correcte. Ça peut être un peu plus embêtant si par exemple si c'est le site de l'Office du tourisme qui met systématiquement des photos, je sais n'importe quoi, mais des photos avec la commune sous la pluie, bon, c'est pas top quoi. Mais les impacts ne sont pas plus graves que ça. Alors, voilà des impacts beaucoup plus importants qui sont aussi des attaques techniques. C'est là où on attaque vos données, soit pour les détruire avec les virus, soit pour les bloquer. Donc ça je pense que vous connaissez parce qu'on en parle beaucoup dans la presse, on vous bloque vos données, vous devez payer une rançon pour récupérer vos données, soit après on va les voler. Avec différentes façons techniquement de le faire. Ça peut être un peu à la volée ou ça peut être ciblé. Il y a plein de façons de faire ce genre de choses. Je voudrais surtout vous sensibiliser, parce que là on attaque vos données, et je voudrais surtout vous sensibiliser sur l'importance des données pour les collectivités territoriales. Il y a une analogie qui est faite souvent entre les données et le pétrole. Moi je préfère dire que ce n'est pas du pétrole mais que c'est du plutonium. C'est extrêmement puissant, extrêmement utile, c'est totalement indispensable, mais c'est aussi extrêmement dangereux. Et ça a une facilité de fuiter qui est très importante. Les données, c'est ce que vous utilisez tous les jours, surtout les collectivités territoriales. Une usine, à la rigueur, peut utiliser de l'acier, de l'aluminium ou d'autres choses. Les collectivités territoriales, vous gérez des données, vous gérez des listes de citoyens, des listes de personnes qui sont des MDPH, les personnes qui sont handicapées. Voilà, vous gérez les données. Et surtout, vous avez des données qui sont particulièrement sensibles et des populations qui sont particulièrement protégées. Vous avez des populations protégées avec des gens qui sont malades, avec les MDPH, avec les CCAS, vous avez des enfants, donc vous avez des populations qui sont protégées. Et vous avez des données sensibles, vous avez des données d'âge, des données de sexe, des données de religion. Avec les enfants qui mangent, prennent des menus sans porc à la cantine, vous avez potentiellement des données de religion. Donc vous avez vraiment, les données sont extrêmement importantes chez vous. Là, je parle uniquement des données pour les citoyens, mais évidemment, vous avez aussi les données personnelles des agents et toutes les données que vous pouvez avoir vous concernant. Les données donc, sont potentiellement très importantes. Elles sont déjà protégées dans le cadre de la... Vous avez déjà des contraintes dans le cadre de la loi informatique et liberté de 78. Évidemment, à partir de demain matin, il y a le règlement général sur la protection des données qui rentre en œuvre. On en reparlera un petit peu plus tard. Je parle là d'e-réputation. Enfin, c'est vraiment pas que de l'e-réputation. C'est vraiment... La donnée, je voudrais insister là-dessus. S'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est vraiment l'importance des données dans votre organisation. Vous en avez plein, vous en avez partout, que ce soit des choses très structurées ou un pauvre fichier Excel que vous avez réuni pour relier parce que c'est pratique. C'est des données qui peuvent fuiter, donc il faut les protéger. Alors là, je voudrais juste préciser une chose. Vous avez différents types d'attaques. Bon, on va passer rapidement. Ça peut être ciblé ou non ciblé. Personnellement, je pense que si vous êtes vraiment ciblé par des gens extrêmement sérieux, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais il y a toutes les attaques qui ne sont non ciblées. Envoyer une vague d'emails pour faire du phishing, ça ne coûte rien ou quasiment rien.
Ça serait bête de se faire prendre. On vous reprochera, je ne pense, pas grand-chose si si vous êtes victime d'une campagne de ciblage extrêmement importante. TV5 Monde, personne leur a reproché d'avoir eu des problèmes parce qu'ils avaient été ciblés. Si vous êtes victime d'un phishing parce que vous avez ouvert un mauvais mail, si vous avez votre réseau Wi-Fi qui est une vraie passoire, là on peut vous reprocher des choses. Mais heureusement, mais c'est la bonne nouvelle, j'espère ne pas vous faire trop peur parce que c'est vraiment pas le but du jeu, on peut se protéger. Si je reprends un peu ma grille d'analyse, la protection contre l'humain, ça passe, sensibiliser, avoir du bon sens. Savoir que la menace existe et pas être idiot. Vous recevez, vous connaissez les processus habituels. Si vous recevez des choses qui sortent un peu de ce processus habituel, posez-vous des questions. Par exemple, quand on reçoit un mail, ne pas cliquer sur le lien qu'il y a dans le mail, mais aller directement sur le site en tapant l'adresse. C'est des choses, ça doit être des réflexes. Respect des procédures, des mots de passe, des autorisations. Ça, c'est surtout sur l'attaque, l'abus de droit. Resensibiliser aussi bien les élus que les agents que non, si quelqu'un demande de débloquer de l'argent dans l'urgence, il faut respecter telle et telle chose. Ça, voilà. Oui, c'est vraiment du bon sens. Orange ne va pas pouvoir vous vendre des super prestations là-dessus parce que c'est beaucoup de bon sens et savoir. Déni de service, d'effaçage de site, la mise à jour. Là, on a un peu de la technique. Respecter des standards de développement, des outils, des sites web. Je pense que vos prestataires le font. Être attentif. Je ne sais pas si vous êtes allé depuis longtemps sur le site de votre mairie ou de votre office du tourisme. Il faut bien y aller de temps en temps pour vérifier qu'il n'y a pas un problème, qu'il n'y a pas des choses qui ne passent pas. Ça permet de s'apercevoir et de le corriger très rapidement. Si votre office du tourisme affiche que des photos de la ville sous la pluie, si vous le corrigez en 24 heures, il n'y a aucune conséquence. Faire appel à des professionnels, mais on y reviendra. Les intrusions informatiques, là c'est un peu plus lourd parce que ça touche vraiment à la technique. Donc les mises à jour. Ne pas avoir des logiciels. Voilà. Sauvegarder, faire des sauvegardes. Et non seulement faire des sauvegardes, mais de temps en temps tester la restauration des fichiers. C'est-à-dire faire des sauvegardes, c'est bien, mais si on ne sait pas comment les réutiliser ou si elles sont mal faites et qu'on ne peut pas les réutiliser, c'est embêtant. Bon, se protéger, antivirus, j'ai écrit là le chiffrage des données. C'est pas compliqué, chiffrer des données. Il y a maintenant des logiciels extrêmement simples avec qui vous chiffrent une partie de l'ordinateur où les données sensibles, on ne peut pas y accéder si on ne tape pas un certain mot de passe, si on n'a pas une certaine carte. Protection physique des systèmes. On évite le PC dans un bureau qui est accessible à tout le monde. Le PC qui est à l'accueil de la mairie n'a peut-être pas besoin d'avoir tous les accès ou n'a peut-être pas besoin d'avoir l'ensemble des données. Sensibiliser les agents, évidemment. On ferme la porte, on évite de laisser circuler les personnes qui n'ont rien à faire dans les bureaux, on évite de les faire circuler. Là aussi, c'est des réflexes à acquérir. C'est des choses à mettre en place, et après, c'est des réflexes à acquérir. Mais surtout, la principale protection sur les données, c'est faire appel à des pros compétents. La première fois que j'ai fait cette présentation, il y a à peu près un mois, en Normandie, c'était dans une petite mairie où le maire était très fier de nous dire que la salle des fêtes dans laquelle on était, elle avait été remise à jour, elle a été modernisée par l'ensemble des élus qui s'étaient mobilisés un week-end et qui avaient refait de la peinture, de l'électricité, etc. Il expliquait que c'était plus possible maintenant. L'informatique, c'est pareil. C'est pas parce que un ami, un beau-frère, etc. connaît extrêmement bien l'informatique qu'il faut lui laisser installer le Wi-Fi dans votre mairie ou qu'il faut lui laisser faire ce genre de choses. C'est comme les espaces verts. Il faut faire appel à des professionnels maintenant. On fait appel à des professionnels compétents, évidemment. Parmi ces professionnels compétents, il y a évidemment Orange. Et donc ça, c'est les 5 minutes de publicité pour Orange. Alors Orange a développé beaucoup de solutions de sécurité. D'abord pour des besoins internes. On gère beaucoup de données, on gère beaucoup de réseaux. Donc on avait des besoins en interne, donc on a développé ça. On travaille avec beaucoup on travaille surtout avec des partenaires qui nous permettent d'avoir le spécialiste de la question. Alors, par exemple, Lookout, que je connais bien, c'est un antivirus pour mobile qui fait antivirus, antivol, localisation, etc. C'est extrêmement efficace. Ils sont très bien. Enfin, c'est vraiment très bien. Et on a créé aussi une filiale qui s'appelle Orange Cyberdéfense qui a un rôle de conseil, de structure, qui a tout un éventail
de compétences qui a des choses extrêmement sophistiquées, par exemple des CERT ou des centres qui vous de la supervision et du réseau. Je ne pense pas que personne dans la salle ne soit concerné, et c'est très bien comme ça. Des choses extrêmement sophistiquées, avec des choses beaucoup plus basiques, des services beaucoup plus basiques. Comment on est organisé? On est organisé avec deux types de... C'est un peu selon la taille ou la complexité de la structure. Pour des petites structures un peu simples, on a des produits qui sont clés en main, qui sont faits avec des partenaires. Alors, par exemple, on a Lookout qui est l'antivirus, on en a un autre qui est un petit peu différent, qui est fait avec Kaspersky, qui sont deux vraiment des spécialistes du secteur. Là, c'est des produits qui sont clés en main pour les structures un peu soit simples, entre guillemets, soit de taille plus réduite. Là, je vous ai présenté, il y a 4 produits différents. SugarSync, donc c'est du cloud, ça permet de sauvegarder des données, accéder à différents endroits. Device Management, ça vous permet de gérer des flottes de mobiles. Si vous êtes concerné, il y a un administrateur qui permet de voir où sont les mobiles, leur pousser des applications, les surveiller un petit peu, enfin pas les surveiller mais les contrôler, vérifier les mises à jour, ce genre de choses. Et Lookout et Kaspersky, c'est des antivirus. Antivirus, antivol, on localise. Lookout, je l'aime bien parce qu'en fait c'est l'utilisateur qui a la main sur son antivirus. Je me souviens, j'avais discuté avec quelqu'un de la mairie de Grasse qui me disait qu'ils avaient voulu ils avaient un problème de vol et de perte de terminaux mobiles. Ils avaient voulu mettre un système géré un peu comme ça, qui était géré par un gestionnaire. Donc le gestionnaire avait la vue sur où est le mobile et les agents ont dit non. Les agents ont dit non, vous nous localisez votre mobile, ça veut dire que vous nous localisez nous, on refuse. Et donc ils étaient partis sur une solution comme ça, où c'est l'agent qui est responsable. Donc j'avais trouvé ça assez intéressant comme raisonnement. Donc on a un certain nombre de produits. Il y a un stand Orange un peu plus loin qui pourront vous en dire beaucoup plus. Pour les grosses structures, alors je ne sais pas, j'ai pas regardé la liste qui était là et qui n'était pas là. Pour les grosses structures qui est plus compliqué, on parle vraiment d'un espèce d'audit du besoin. On part de l'humain, on regarde qui a besoin de quoi. Et il y a tout un ensemble de solutions qui peuvent rentrer un peu de façon un peu dédiée à l'organisation qui est plus complexe. C'est là qu'on trouve Orange Cyberdéfense rentre vraiment là-dedans. C'est vraiment leurs compétences. Ils sont non seulement outillés, mais ils ont des compétences pour faire de l'analyse technique, pour analyser les procédures, analyser ce genre de choses. En résumé sur la protection, et c'est mon dernier slide, c'est vraiment, c'est un peu une culture à avoir et des bons réflexes à mettre en place, des choses à développer, des réflexes à avoir, une sensibilisation à faire. Et après, c'est du tout venant. C'est-à-dire que... comment expliquer ça? C'est un peu comme quand vous conduisez votre voiture, vous respectez le code de la route, mais ça devient inconscient. Enfin, normalement, vous respectez le code de la route, mais ça devient inconscient. C'est des règles à respecter, ben là, ça doit être pareil. Il y a des choses très très bêtes à faire. Par exemple, j'en ai quelques-uns à votre disposition. Sur vos PC, vous avez peut-être des caméras. Ben, mettre un petit cache, vous pourrez vous servir, il y en a quelques-uns. Un petit cache qui se met sur la caméra, qui évite que quelqu'un vous allume votre caméra sans que vous le sachiez. C'est des choses toutes bêtes, ça se fait une fois, et puis après on n'y pense plus, et c'est très bien comme ça, autant de plus y penser. Désactiver le Bluetooth quand ce n'est pas nécessaire. Ces choses-là, vous faites une fois, et puis basta, c'est fini. Les mises à jour, les sauvegardes, etc. Enfin, c'est vraiment, je voudrais insister là-dessus, c'est que la cybersécurité, il faut pas que ça... faut y penser, faut être concerné, il faut savoir que ça existe, il faut savoir que c'est un problème, mais ça ne doit pas être ça doit pas vous paralyser parce que c'est vraiment annexe, quoi. Enfin, c'est pas annexe, pardon. Je m'exprime mal, mais c'est vraiment, ça doit être un souci, pas un souci de tous les jours. Il ne faut pas que ça vous empêche de travailler, évidemment. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? Je m'aperçois que je vais un peu plus vite que ce que j'avais prévu, mais... Oui. Allez-y, normalement, ça fonctionne. Ouais, donc, je n'ai pas une question, mais dernièrement, c'était le 24 mars, pour être précis, la gendarmerie nationale m'a appelé pour me dire que le site de la commune était répertorié pour vendre du Viagra. Alors, donc, bien sûr, je tombais des nues. Et en fait, donc c'était bien vrai. Et il m'a indiqué la procédure. Alors, nous, on a un professionnel là, qui s'occupe de notre informatique. Il nous a indiqué la procédure pour demander à Google de désindexer Viagra et le site de la commune. Mais comment c'est arrivé, ça, aucune idée. Hein. Mais donc, ça confirme bien que ce que vous montriez tout à l'heure, là, la protection des...
Non seulement comment c'est arrivé, mais comment la gendarmerie, c'est-à-dire qu'il y a un gendarme qui est allé regarder les sites qui vendaient le Viagra. C'est qui, c'est Paris, la cellule de Paris là, qui... Oui. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Sur les professionnels compétents, vous avez plein de... Pour les collectivités territoriales, vous avez aussi plein de structures qui vous aident. Vous voyez vos associations, l'AMF, etc. Vous avez l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information, qui a un correspondant en Aquitaine, qui a des correspondants régionaux et qui a des correspondants en Aquitaine, donc qui peuvent vous aider. Et évidemment, il y a toutes les structures plus répressives, hein, genre la gendarmerie, qui a un organisme qui a des équipes pour la cybersécurité. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est important. Oui, l'ANSSI fait un gros travail en direction des collectivités territoriales pour les aider. Voilà. Je crois que le monsieur derrière. Oui, alors moi je me pose une question sur le phishing. Je crois qu'il ne marche pas le micro, mais... Vous m'entendez? Ouais. Le phishing, dans la mesure où... Non. 3. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. La question que je me pose sur le phishing, c'est puisqu'on sait qu'on a identifié que c'était avec des fautes d'orthographe, avec des erreurs de syntaxe. Les ficheurs, pourquoi ils ne le corrigent pas? C'est ça qui me... Parce que des fois, c'est infime. C'est un S là où il n'y a pas lieu. C'est une faute d'orthographe basique. Pourquoi ils ne la corrigent pas? C'est ça que je me pose comme... Jusqu'à maintenant, ils ne la corrigeaient pas. Les exemples que je vous ai donnés étant un peu anciens. Maintenant, ils les corrigent. Maintenant, ils progressent. Et sachant que le phishing, ça coûte rien. Donc, ils faisaient ça un peu en amateur. Ils en envoyaient des millions. Sur les millions qui ne coûtent rien, s'il y en a quelques-uns qui se font prendre, c'était intéressant pour eux. Mais maintenant, oui, ça devient beaucoup plus pointu, beaucoup plus difficile à détecter. C'est pour ça que je pense que la règle, c'est systématiquement un mail ou un SMS, on n'ouvre aucun lien depuis le mail. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On va sur le site ou. D'accord. Oui, surtout si c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Oui. Si c'est prévu, bon. Bon, je dis ça parce que pour la petite histoire, je me suis fait avoir sur un mail. Et pourtant, ça fait un moment qu'on en parle du phishing. On sait, c'est un moment, mais et pourtant, je crois connaître un peu. Mais... Non, mais oui, mais les escrocs continuent à exister. Enfin, ça, c'est un autre moyen plus technologique de faire une escroquerie. Les escrocs, ça continue à exister. On continue à se faire avoir pour plein de choses. C'est peut-être humain, peut-être. Donc c'est pour ça. Ce que je disais. Merci. On peut essayer au moins de ne pas se faire avoir quand c'est soit mal fait, soit quand c'est très très non ciblé. Quelque chose qui est envoyé à la volée, qui nous est pas... Je suis malheureusement convaincu que si on est vraiment ciblé, si c'est très précis, si on vous envoie un mail avec votre nom, votre prénom, avec comment va ta femme, des trucs extrêmement ciblés, extrêmement précis, je pense que c'est difficile de ne pas se faire avoir. Mais au moins ne pas se faire avoir parce qu'il est généraliste, ce qui est le truc envoyé à la volée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais parler du fameux règlement général. Alors, sur le règlement général, j'ai vu qu'il y avait un atelier qui était fait par l'Association des maires de Gironde, qui est en fin d'après-midi. Sur le papier, c'était marqué que c'était réservé aux adhérents de l'AMG. Je ne sais pas si c'est le cas, mais bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le RGPD? Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous connaissez déjà. Mais bon. C'est la suite de la loi informatique et liberté, c'est une extension de la loi informatique et liberté, l'extension à l'ensemble des pays européens, plus une extension un peu en profondeur avec des choses nouvelles. C'est une loi qui va sûrement faire l'objet d'une jurisprudence très importante parce qu'elle n'est pas très précise et à volonté, à dessein. C'est-à-dire que l'Union européenne a voulu quelque chose de suffisamment générique pour protéger, pour être très large, mais évidemment, donc après, il y aura besoin d'avoir une interprétation jurisprudentielle. Deux principes importants. Primo, c'est le droit renforcé pour les utilisateurs, droit d'information, droit de transfert des informations, droit d'oubli, c'est-à-dire suppression. C'est tout bête, mais il y a beaucoup de systèmes qui ne prévoient pas qu'on puisse supprimer les informations. Donc typiquement, c'est nouveau. Et la révolution de la preuve, c'est-à-dire qu'il faut prouver qu'on est conforme, il faut prouver qu'on a mis en œuvre les mesures. Elle entre en vigueur le 25 mai, elle entre en vigueur demain matin. Alors qu'est-ce qui est concerné par la RGPD?
elle est concernée par les données à caractère personnel. On en a parlé tout à l'heure un petit peu. C'est toute donnée qui permet d'identifier directement un nom, un prénom, un numéro de sécu, ou indirectement un numéro de téléphone, une adresse IP, des individus physiques, des personnes physiques. Et un traitement des données, c'est dès qu'on fait quelque chose avec ces données-là. Bon, on les collecte, on les transfère, on les transforme, voilà. Donc traitement des données, il n'y a pas trop de problème, on y est tout de suite. Données personnelles, bon, je pense que la jurisprudence sera là-dessus. Là. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Et dès qu'on a les deux, on a obligation d'avoir un responsable de traitement. On a une obligation de mettre en œuvre des mesures pour protéger ces données. Ouais, protéger ces données. La loi, elle est vraiment toute fraîche, parce qu'elle vient d'être votée. Alors pourquoi une loi? On va me dire que c'est un règlement, donc normalement c'est application directe. Sauf qu'il a été décidé de faire une loi pour inclure dans la loi informatique et liberté non seulement ce qui vient du règlement, mais aussi d'une directive qui est à côté. La loi a été votée, il y avait un désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale. La Sénat a souhaité, comme c'est un peu son rôle, souhaité protéger les collectivités locales en réduisant un peu les contraintes qui portent sur elles. Pour parler très concrètement, le Sénat avait demandé à ce que l'État débloque des fonds pour aider les collectivités locales, et le Sénat avait demandé aussi que les collectivités territoriales ne soient pas soumises aux amendes administratives de la CNIL. L'Assemblée nationale a refusé. Commission mixte paritaire, échec. Mais comme c'est une loi qui est votée dans le cadre de la procédure d'urgence, c'est l'Assemblée nationale qui a décidé. Mais un certain nombre de sénateurs ont décidé de saisir le Conseil constitutionnel. Donc, c'est encore en suspens. Qu'est-ce qui est spécifique pour vous? C'est quelque chose qui est très intéressant et qui, sans doute, va bien marcher, en particulier pour les communes qui sont de taille un peu réduite, pour les structures un peu réduites. C'est la mutualisation possible d'un certain nombre de fonctions. Vous verrez qu'il y a un rôle qui est important, c'est de responsable du traitement, responsable des données. Il est possible de le mutualiser sur plusieurs communes. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose de très utile, très intéressant, parce que ça demande quelques compétences. Les amendes, un plafond de 20 millions d'euros. Enfin, sinon, c'est le chiffre d'affaires. Mais vous, ça ne vous concerne pas vraiment. Mais sinon, c'est un plafond de 20 millions. C'est un plafond. Et il y a une échelle à CNIL, une échelle de 7 sanctions possibles. Alors normalement c'est une belle présentation avec les points les uns après les autres, mais tout d'un coup ça fait un peu un gros pavé. Je me suis beaucoup inspiré de la CNIL qui pousse beaucoup d'informations, la CNIL, sur ce sujet-là. Donc c'est assez intéressant si vous êtes concerné pour aller les voir, et qui aide beaucoup. La première étape, c'est de désigner un pilote. Il y aura besoin d'avoir un délégué à la protection des données. C'est celui qui remplace le correspondant informatique et liberté. Je ne sais pas si vous aviez dans vos communes, mais voilà, c'est celui qui c'est celui qui est mutualisable, c'est celui qui est un peu responsable de l'ensemble des opérations. Ensuite, et là c'est le gros boulot, la cartographie de toutes vos données. Un recensement de toutes les données que vous avez, toutes les données potentiellement personnelles que vous avez. Là, je pense qu'il y a vraiment un gros boulot, parce qu'il y a des choses qui sont assez évidentes, vous avez des fichiers qui sont assez évidents, mais vous avez tous les petits trucs à côté que vous avez fait. Le petit fichier Excel, parce que passer d'un service à l'autre ou pour faire des stats, c'est plus pratique d'avoir ce fichier Excel. L'agenda que vous avez, parce que pour les rendez-vous, et c'est intéressant parce que c'est plus rapide de mettre quelques données en plus, non seulement le sujet du rendez-vous, mais aussi quelques données, un truc très bête, mais une mairie qui, pour la remise des papiers d'identité, rajoute quelques données d'identité sur les rendez-vous pour que ça aille plus vite. Et bien c'est des données personnelles, et il faut, si c'est informatisé, il faut les cartographier. Donc voilà. Étape 3, une fois que vous avez toutes les données, les étudier un petit peu en avant pour voir s'il y a des risques, voir ce qu'il faut faire, voir ce qu'on peut faire. Gérer ces risques, c'est-à-dire corriger. Et étape 5, documenter la conformité. Alors ça, c'est extrêmement important. C'est un peu transverse. On a vu qu'il y avait il fallait prouver qu'on était conforme, il faut prouver qu'on fait des choses. Donc si vous avez une fuite, mais que tout le long vous avez expliqué, une fuite de données, pardon, mais tout le long vous êtes capable d'expliquer auprès de la CNIL que vous avez fait de la cartographie, vous avez tout fait bien comme il faut, un raté, il y a eu un raté. Voilà, ça mitige beaucoup les choses. Donc il faut vraiment documenter la conformité, d'où l'intérêt d'avoir quelqu'un qui centralise un peu tout ça
et qui est capable de gérer. Ça, c'est pour l'existant. Pour la suite, alors j'ai utilisé le grand mot de privacy by design. Il faut que les nouvelles collectes de données, il faut que vous pensiez vraiment à ce risque sur les données, ce risque de fuite. Donc, de façon un peu transversale, mettre en place une politique de sécurité en regardant, décider quelles sont les règles. En gros, ouais, c'est ça. Décider quelles sont les règles, comment vous allez gérer de façon globale les données. Et après, pour chaque nouveau projet, chaque nouvelle source, une des choses très simples, c'est limiter les données à l'indispensable. J'ai l'exemple dans une commune où pour l'inscription à la cantine, on demande la profession des parents. Pourquoi ? Sauf si vous avez vraiment besoin de la donnée, personne ne vous reprochera jamais de demander la donnée si vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, ne la demandez pas, et comme ça vous ne serez pas embêté. Anticiper le cycle de vie, qu'est-ce qu'on en fait ? Que faire si un citoyen déménage et demande à ce qu'on détruise toutes les données personnelles qu'il a ? Il va pouvoir le demander. Comment vous le faites ? Et voilà, bon, il y aura quelques adaptations des techniques. Maintenant, dans le cadre de l'obligation d'information des citoyens, enfin des usagers, il faut les informer que vous avez ces données. Donc sur tous les formulaires, il y aura sûrement des petites formules techniques, des formules légales à rajouter. Ça sera à faire. Mais vraiment, l'idée, c'est, en étant conscient, avec ce que je vous ai dit avant sur la cybersécurité, en étant conscient de l'importance et du danger que représentent les données, comment limiter le danger ? C'est d'y réfléchir. En synthèse sur le RGPD, ça c'est la CNIL elle-même qui me le dit. Donc oui, on parle beaucoup de la date du 25. D'ailleurs, j'aurais pas dû mettre le 26, j'aurais dû mettre le 25, parce que le 25 c'est demain que c'est opérationnel. Donc ils le disent eux-mêmes qu'ils ne vont pas débarquer dans toutes les mairies de France ou dans toutes les entreprises de France à partir de demain matin pour contrôler. Enfin bon, si dans un an ou deux ils débarquent ou si dans un an ou deux il y a un problème et que vous n'avez rien fait, ça va se voir, quoi. L'urgence, c'est le délégué à la protection des données et commencer l'inventaire. Parce que ça, à mon avis, gros boulot. Sensibiliser, toujours et encore. Comme pour la sécurité, là c'est spécifique aux données, mais vraiment sensibiliser. Tracer les actions pour prouver sa bonne foi et se faire accompagner. Vous avez beaucoup de structures plus ou moins développées, plus ou moins compétentes, mais qui accompagnent, qui peuvent vous aider. Alors il y a la CNIL, j'ai mis l'AMF, l'Association des maires de France, vous avez les maires, j'ai vu hier dans Le Monde, l'Association des maires ruraux, je crois qu'elle ne s'appelle pas comme ça, mais qui a un délégué qui est en Côte d'Or, je crois, qui est spécialisé, un délégué à la sécurité, qui est un maire de Côte d'Or qui aide, des professionnels, Orange peut vous aider à faire des bilans et à faire ce genre de choses. Et je crois que c'est tout. C'est tout pour ma part. Je n'ai pas du tout regardé l'heure, donc je ne sais pas si on est en avance ou pas. Mais je pense qu'un peu. Est-ce que vous avez des questions ? Sinon, je vous remercie. J'ai quelques pense-bêtes ici. Les documents papier aussi. Oui, je dis, il n'y a pas que les documents informatiques, il y a les documents papier. Les documents papier ne sont pas concernés par le RGPD. Qui sont concernés ? Non, parce qu'il n'y a pas de traitement, donc ils ne sont pas concernés par le... sauf erreur de ma part, alors il faudrait vérifier, mais sauf erreur de ma part, ils ne sont pas concernés par le règlement général. Ils ne sont pas concernés non plus par la loi de 78, informatique et liberté, les documents papier. C'est assez paradoxal. Vous pouvez faire des bons vieux fichiers à l'ancienne avec... sauf erreur de ma part, il faudrait vérifier avec les juristes, mais sauf erreur de ma part, ils ne sont pas concernés. On nous a même dit, il y a 8 jours, même pas 8 jours, que même des photos qui étaient prises pour un bulletin communal, par exemple, dans la mesure où le bulletin était paru, il n'y avait plus besoin de garder... c'est sur ordinateur aussi. Oui. Ouais, parce que vous devez publier les photos aussi sur votre site web ou sur les choses comme ça. Hein. Ou sur les écoles, une inauguration d'école ou autre. Mais c'est ça, les données pour vous... Vous êtes vraiment pénalisé à ce sujet-là parce que vous avez des populations qui sont spécifiques, des populations qui sont protégées, les enfants, les personnes âgées, les malades, et sur des données qui sont aussi qui sont particulièrement sensibles. Donc vous avez vraiment la double peine sur les données, d'où l'importance d'être attentif, quoi.